Est-ce qu'on a du son? Oui, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée de réflexion sur l'avenir de l'action publique organisée par France Stratégie en partenariat avec la Fondation Terra Nova. Nous aurons la chance de recueillir aujourd'hui les témoignages et éclairages de personnalités de tous horizons, universitaires, élus, responsables publics, privés, membres de la société civile, dans le même esprit que celui qui a guidé les travaux de France Stratégie pour mener cette réflexion sur l'avenir du secteur public. Alors avant de vous expliquer comment va se dérouler cette journée, articulée autour de 3 tables rondes, et qui sera clôturée ce soir par le secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification Thierry Mandon, je vais tout de suite laisser la parole au commissaire général de France Stratégie, Jean Pisani-Ferry, pour ouvrir ce colloque. Merci. Bonjour, effectivement, c'est le début d'une journée qui va se dérouler en plusieurs temps, puisque ce matin, c'est une partie plus de réflexion qui a été, qui sera animée et introduite par Thierry Pêche pour Terra Nova. C'était en fait un projet que Thierry Mandon avait lancé avec Terra Nova, sur lequel nous avons joint nos efforts pour joindre à la fois le colloque et la présentation du rapport de France Stratégie. Et puis cet après-midi, donc, nous aurons des tables rondes autour du rapport lui-même. Ce matin, le point de départ, ce sera plus la réflexion tirée de la recherche. Donc on ira, comme il est naturel, de la recherche vers l'action. Alors, quelques explications sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'abord, ce thème d'action publique. Pourquoi parler d'action publique? Parce que dont on parle d'habitude, c'est de l'État, tout simplement. Mais l'État, au sens strict, c'est bien moins que l'ensemble de l'action publique. Donc là, on veut embrasser l'action publique avec ses différents acteurs, c'est-à-dire l'État, les organismes sociaux, les collectivités territoriales, un peu même en passant, disons plutôt, l'Union européenne, et puis évidemment les différents démembrements de l'État. Et on veut appréhender la question à la fois à partir de la production de services publics, de la dépense, mais aussi de la réglementation, mais aussi de l'impulsion. Donc l'action publique ne se réduit pas à une forme particulière. Il ne s'agit pas, en tout cas, d'avoir un angle d'attaque, évidemment, budgétaire sur ces questions, d'où le thème général de l'action publique. Alors ensuite, le titre général « Réfléchir à 10 ans, à horizon 10 ans pour transformer dès aujourd'hui » mérite aussi peut-être quelques explications. Bon, 10 ans, c'est un horizon qui, pour France Stratégie, sur lequel nous commençons à avoir un peu d'expérience, puisque c'est sur cet horizon que nous avions fait l'année dernière un rapport à la demande du Président de la République. L'horizon de 10 ans, c'est un horizon qui n'est pas si nébuleux. Ce n'est pas de se projeter, le but en tout cas, ce n'est pas de se projeter dans un horizon marqué par beaucoup d'incertitudes, c'est de prendre un horizon suffisamment lointain pour pouvoir être ambitieux, pour pouvoir réfléchir à des transformations, pour prendre le temps à la fois de la définition des objectifs, non pas d'ailleurs pour une majorité particulière, mais pour la collectivité dans son ensemble, puisqu'à l'horizon de 10 ans, bien sûr, l'incertitude politique est très grande. C'est prendre le temps de l'investissement, c'est-à-dire c'est prendre le temps de l'investissement sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'investissement matériel dans certains cas, qu'il s'agisse de l'investissement institutionnel, qu'il s'agisse de l'investissement dans la formation, de manière à pouvoir obtenir des résultats qui sont, sur un certain nombre de plans, qualitativement différents de ce qu'on peut obtenir simplement en faisant des réaménagements, des mesures de portée immédiate. Et puis, c'est prendre le temps aussi des transitions, puisque parler à 10 ans, se fixer à 10 ans, c'est se donner le temps à la fois d'avoir des objectifs ambitieux et à la fois d'aménager le temps des transitions entre aujourd'hui et demain. Alors l'autre thème qui mérite peut-être, autre terme qui mérite peut-être explication, c'est transformer. Pourquoi parlons-nous de transformer? Eh bien simplement parce qu'il nous semble que le besoin de transformation aujourd'hui est particulièrement grand quand on parle de l'action publique. L'action publique est prise dans un triangle. Le premier sommet du triangle, c'est celui des attentes. Des attentes qui se modifient, qui sont pressantes, qui sont diverses, qui sont pressantes du fait
de la situation économique, de la situation sociale, de tout ce qu'on attend des services publics, de situations extrêmement insatisfaisantes auxquelles nous faisons face. Par exemple, lorsque l'on parlera des résultats en matière éducative, du fait que l'ampleur de l'échec scolaire, l'ampleur de l'échec ensuite de ces générations, dont une partie arrive sur le marché du travail en ayant derrière elle une histoire de rejet, d'échec dans le système éducatif, et qu'ensuite on retrouve à travers les différentes étapes de la vie professionnelle, de la vie sociale, en situation de difficulté. Ce sont des attentes extrêmement pressantes, mais des attentes aussi qui changent sur le plan économique, avec des modèles d'économie, place de l'entreprise, ouverture de l'entreprise qui changent, avec aussi des usagers dont les attentes sont remodelées par les nouveaux services que leur offre le numérique, et qui, du coup, attendent à la fois beaucoup d'instantanéité, beaucoup d'industrialisation, beaucoup de personnalisation. Donc, des attentes très transformées à l'égard de l'action publique. Ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme, c'est le terme des contraintes. Les contraintes, on les connaît aujourd'hui, bien sûr, on les connaît à travers les objectifs d'économie. Ces contraintes sont dures, elles sont là pour durer. Elles sont là pour durer, non pas qu'il faille être pessimiste sur notre capacité, effectivement, à mener à bien un certain nombre de chantiers, mais simplement parce qu'avec une croissance ralentie, parce qu'avec un niveau de dette très élevé, parce qu'avec des phénomènes de vieillissement qui vont peser sur la demande, on restera dans un univers qui sera un univers assez fortement contraint du point de vue de l'évolution des ressources. Donc contrainte sur les ressources, deuxième terme. Et puis troisième terme, toutes les disruptions qui viennent des changements de notre environnement, qui sont des perturbations, inévitablement, qui viendront, je l'ai évoqué, des usagers, qui viendront peut-être d'autres États, d'autres offreurs de services publics. Je me demande toujours, dans 10 ans, si les étudiants français suivront des cours francophones en ligne offerts par l'université française ou offerts par l'université suisse, canadienne, belge, que sais-je encore. Il n'y a pas de raison de considérer que, de ce point de vue-là, les frontières resteront ce qui délimite un monopole dans l'accès à un certain nombre de services, et on peut multiplier les exemples de ce point de vue-là. Donc, concurrence possible entre les États, concurrence possible aussi venant de la sphère privée. Nous voyons tous les jours autour de nous des nouveaux entrants attaquer des modèles dans la sphère de l'économie privée, attaquer des modèles qui semblaient parfaitement établis et les mettre profondément en cause. Est-ce que ceci va se limiter à la sphère privée ou est-ce qu'un jour ça va toucher à la sphère publique? Je pense qu'à l'horizon de 10 ans, on ne peut pas exclure qu'arrive sur ce qui était traditionnellement le domaine, disons, pas nécessairement de monopole, mais en tout cas dans lequel la présence, l'action de la sphère publique était incontestée, qu'on vienne voir arriver des nouveaux entrants qui bouleversent les choses. Donc ce triangle attente, contrainte, disruption, me semble-t-il, est autour de quoi il faut orienter notre discussion. Et nous avons du coup un très grand besoin de repenser l'action publique. Et c'est ça le thème de cette journée. Comment repenser l'action publique dans cet environnement en transformation? Et simplement, et avant de passer la parole à Thierry Pech qui va présenter la matinée, je voudrais dire que ma conviction, c'est que si nous, c'est-à-dire nous qui croyons à, pour reprendre une vieille formule, une certaine idée de l'action publique dans notre pays, si nous ne sommes pas capables de repenser l'action publique, eh bien d'autres le feront pour nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire général. Alors, avant de commencer cette journée, effectivement, d'appeler Thierry Pech au pupitre pour introduire notre première table ronde, un petit point sur comment va se dérouler la journée. Donc, cet après-midi, on sera dans le vif du sujet du rapport de France Stratégie. On verra d'abord
les objectifs à atteindre pour les services publics dans 10 ans, comment évoluent les besoins des usagers, comment l'État doit concentrer son action sur un certain nombre de domaines, et bien sûr, le contexte économique évoqué par Jean Pisani-Ferry. Ensuite, une deuxième table ronde, une fois ces objectifs définis, visera à étudier les moyens pour parvenir à ces objectifs, autour de la question « quelle transformation opérer ?» France Stratégie propose dans son rapport 5 leviers d'action prioritaires. Nous verrons comment la gouvernance, le management ou la culture au sein des organismes publics doit se transformer pour une action publique plus efficace. Chacune de ces tables rondes se terminera par une séquence d'échange avec la salle, au cours de laquelle vous pourrez directement poser vos questions aux intervenants présents. Et je le note ce matin, avant d'imaginer le futur de l'action publique et de la transformer, il faudra d'abord la définir et surtout la penser. C'est l'objectif de cette première table ronde. À noter donc pour les journalistes présents pour ce colloque, en parallèle à cette première table ronde, il y aura la remise du rapport, un point presse avec la remise du rapport officiel à Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État. Ce sera à 11h en salle Karl Hadès, donc juste au bout du couloir à droite. Voilà, mais tout de suite, passons à notre première table ronde. Où en est cette réflexion sur l'État et ses modes d'intervention en France et à l'étranger? C'est la question qui réunira ce matin les participants de cette table ronde, introduite tout de suite par Thierry Pech, le directeur de la Fondation Terra Nova. Le commissaire général est plus grand que moi, vous l'avez noté à la hauteur des micros. Bonjour à tous, merci de votre accueil. L'idée de cette réflexion est née d'un échange avec Thierry Mandon, qui clôturera cette journée. Et lors de cette discussion, nous faisions la réflexion que, question de part et d'autre d'une très grande table, qu'on pourrait probablement recouvrir cette table des rapports qui ont été rendus aux différents ministres en charge de l'action publique, de la fonction publique, de l'État, sur la réforme de l'État, sur la réforme de l'organisation territoriale de la République, par des hauts fonctionnaires extrêmement qualifiés, par les services d'inspection de l'État, mais qui nous serait sans doute plus difficile de recouvrir cette même table de travaux académiques récents sur ces mêmes questions en langue française. Et on s'est donc interrogé sur les raisons de cette dissymétrie. Pourquoi dans un pays où l'État est, dans la tradition politique hexagonale, recouvert d'un tel prestige, pourquoi dans un pays où on attend autant de l'action publique, pourquoi finalement les objets qui sont au cœur de son action sont-ils orphelins ou si peu considérés par la sphère académique? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Alors ce diagnostic est certainement trop tranché, et je suis sûr que les invités qui parleront tout à l'heure auront l'occasion de le nuancer, mais je pense que dans les grandes lignes, il n'est pas faux. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien d'abord parce que je crois les objets en question, l'État, l'action publique, les collectivités territoriales, sont à la croisée de plusieurs champs disciplinaires et sont un peu aux confins de ces champs disciplinaires. Ils ne sont pas au cœur de la réflexion des économistes, ils ne sont pas au cœur de la réflexion des politistes, et ils ne sont pas non plus au cœur de la réflexion des sciences de la gestion. Ils sont à la croisée de ces terrains, et pour un chercheur, probablement, ça n'est pas un terrain très privilégié ou très prometteur lorsqu'il est jeune et qu'il entame ses travaux, de se concentrer sur ces objets. Et pourtant, on va avoir besoin d'une réflexion académique et d'une réflexion scientifique beaucoup plus avancée si on veut se préparer aux horizons que Jean Pisani vient de dessiner à l'instant. Parce que ces enjeux sont des enjeux de moyen et long terme et non pas des enjeux de gestion à court terme. Et parce qu'il est aussi de bonne politique, je crois, de ne pas abandonner cette réflexion aux acteurs même de l'action publique que sont les hauts fonctionnaires, qui sont nécessairement, si brillants soient-ils, jugés partis en cette affaire. Comme disait un célèbre président de la République à propos de la guerre, c'est trop sérieux pour être laissé aux militaires. Eh bien, l'action publique, c'est peut-être trop sérieux pour être laissé aux hauts fonctionnaires et aux grands corps constitués. Alors, quels sont ces horizons, ces enjeux qui nécessitent, qui appellent une réflexion plus fondamentale, plus académique sur l'action publique et l'action de l'État? Jean Pisani
Jean Pisani-Ferry en a cité quelques-uns. Je voudrais insister sur 2 ou 3 points. On est en train de conduire à Terra Nova des travaux sur la ville de demain. Et lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, on mesure que les choix devant lesquels se trouve aujourd'hui un responsable de métropole n'ont absolument rien à voir avec ceux devant lesquels il pouvait se trouver ses prédécesseurs il y a 15 ou 20 ans. En matière de transport, par exemple, il est évident que la palette des choix est considérablement étendue. On n'aurait pas eu, par exemple, sur cette palette, de systèmes de fonctionnalité, de covoiturage, de plateformes numériques d'organisation des trajets des administrés dans la ville il y a 15 ou 20 ans. Donc les choses ont beaucoup changé. Il va falloir penser à nouveaux frais les décisions, par exemple, d'organisation des transports dans nos métropoles. Jean Pisani-Ferry a cité à l'instant les questions numériques, mais il est tout à fait évident que l'accès à Internet, par exemple, l'usage des outils informatiques font désormais partie, et on va le mesurer plus encore dans les années qui viennent, des biens publics fondamentaux que la puissance publique va devoir garantir pour tous et en tout lieu, donc comme un bien public universel. Il est bien évident également que ces transformations numériques vont modifier les relations que l'action publique, que les représentants de l'action publique vont devoir entretenir avec les administrés. J'étais dans un colloque la semaine dernière consacré aux relations entre la démocratie et le numérique, et plus particulièrement aux questions de transparence. Et ce colloque était le point d'aboutissement d'une série d'ateliers que nous avions conduits à Bordeaux, à Marseille, à Nice, à Nantes et dans plusieurs villes de France. Et dans tous ces lieux, nous avons fortement entendu une demande de participation. Une demande de participation qui parfois se substitue même à la demande classique de représentation. L'idée que nos représentants sont là pour parler en notre nom est de moins en moins évidente aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, qui veulent non pas qu'on parle à leur place, mais qui veulent pouvoir parler directement aussi. Alors ça va être très compliqué à organiser, parce que la démocratie va continuer à être une démocratie représentative et parlementaire, mais il faut faire place à cette demande de participation, d'évaluation, de justification. Il faut donc sortir du vieux paradigme bureaucratique de la relation verticale de l'État à ses administrés dans un endroit qui prenait la forme d'un guichet. Ces choses-là sont en train de changer et vont changer radicalement. Et nous avons besoin, pour éclairer ce chemin, d'une réflexion qui ne soit pas seulement une réflexion instrumentale des professionnels de l'action publique que sont les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires. Nous avons besoin d'une réflexion plus distanciée. Et je pense que de ce point de vue, la recherche académique est appelée à jouer un rôle important dans nos discussions. Mais en même temps, il faut bien voir, et ce sera mon dernier point, que du côté de cette recherche académique, c'est-à-dire du côté de l'élaboration doctrinale des objets de l'action publique, on constate aussi une certaine forme d'essoufflement. Il y a 10 ou 15 ans, on se serait rencontrés sur ces mêmes thèmes, on aurait très probablement parlé de New Public Management, de gestion performante des personnels, etc. Ces objets-là, ces idées-là se sont un petit peu essoufflés. Le bilan qui en est fait est souvent mitigé. Nous publierons dans quelques jours un rapport précisément sur ces questions qui montrera que eh bien, ces thèses sont de moins en moins évidentes. Et donc il y a besoin, y compris dans l'académie, je pense, de remettre les compteurs un peu à zéro. Et c'est pourquoi, alors nous verrons ce que diront les participants qui vont dès à présent prendre la parole, mais il me semble qu'une des idées auxquelles nous pourrions nous proposer de réfléchir ce matin et dans les semaines qui suivront, c'est de financer de nouveaux travaux académiques, peut-être de former un nouveau laboratoire ou un centre d'études appliquées où les chercheurs pourraient se confronter leurs analyses, leur expertise au regard des professionnels de l'action publique. C'est en tout cas, je crois, une des conclusions que nous pourrions tirer de ces échanges. Mais je préjuge, en disant cela, de la nature de ces échanges, et il est temps de laisser la parole à nos invités. Merci de votre attention. Et j'appelle du coup tout de suite sur l'estrade nos 4 premiers intervenants. Jean-Bernard Roby, professeur de droit à Sciences Po, directeur de la chaire Mutation de l'action publique et du droit public.
Pauline Ravinet, maître de conférences en sciences politiques au CERAPS à Lille, Stéphane Jacobson, chef de division adjoint, division de la réforme du secteur public à l'OCDE, et Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation pour l'Internet Nouvelle Génération. Alors, on va commencer justement tout de suite. Peut-être par vous, Jean-Bernard Roby, une vision du juriste que vous êtes sur cette introduction de Thierry Pech. Alors, je voudrais d'abord et peut-être surtout répondre à la première interrogation de Thierry Pech et essayer de vous dire pourquoi, à mon sens, votre grand-tante est muette. Je crois qu'il y a deux raisons qui se conjuguent. La première, c'est l'état dans lequel se trouve l'université française. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas fortement m'étendre, mais il est clair que l'un des aspects de la mauvaise situation dans laquelle l'université française, de manière générale, se trouve est son manque d'ouverture aux travaux internationaux. Et cela est vrai dans le domaine de l'action publique, cela est vrai dans le domaine de l'approche juridique, institutionnelle de l'action publique en particulier, qui est le domaine que je connais un peu. Il y a ce premier élément. Et il y a un deuxième élément que vous avez suggéré, qui est en quelque sorte l'accaparement de la parole sur l'État et sur l'action publique par la haute fonction publique. Nous avons clairement un problème de ce côté-là. Il y a quelque temps, un ouvrage américain dont il a été rendu compte dans notre presse décrivait la situation, la production d'idées sur la chose publique dans notre pays et disait elle est presque toujours le fait de hauts fonctionnaires, y compris dans les think tanks. Je ne sais pas si c'est le cas de Terra Nova, mais en tous les cas, c'est vrai pour beaucoup d'entre eux. Si vous me permettez d'ouvrir juste une petite porte difficile à ouvrir dans ce que je viens de dire, un volet supplémentaire assez délicat. Je me laisserais bien aller à dire, je suis juriste, et juriste de droit public, je me laisserais bien aller à dire qu'il y a une institution admirable par ailleurs, mais qui porte ici une lourde responsabilité, qui s'appelle le Conseil d'État. Admirable à toutes sortes d'égards, mais présente à tous les éléments, à tous les niveaux, à tous les bouts de la chaîne de la production de la parole juridique institutionnelle sur l'État, pour parler encore une fois de ce que je connais moi, et probablement dans une situation de monopole que une analyse concurrentielle élémentaire trouverait légèrement excessive. Merci Jean-Bernard Roby. Alors, ça me fait rebondir tout de suite avec vous, Pauline Ravinet. Vous êtes vous-même maître de conférence à l'Université de Lille. Ce que vous entendez sur la situation des universités, le fait qu'on ne s'inspire pas assez des travaux à l'étranger, ça vous parle ? Oui, ça me parle tout à fait, mais étant universitaire moi-même et travaillant beaucoup avec des collègues internationaux, et c'est ce que je peux observer également de la part de mes collègues jeunes et moins jeunes autour de moi. Alors moi, je ne suis pas en droit, je suis en sciences politiques, et beaucoup de mes collègues sont également sociologues. Mon diagnostic est un peu moins sévère en la matière. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus une situation historique, ancienne, typiquement française dans laquelle on est, de dualisme puissant dans la formation des élites en France. Et oui, les élites de la haute fonction publique et les élites de l'université ne sont pas les mêmes, ne sont pas formées de la même façon, et il y a une circulation qui est sans doute une des plus faibles au monde entre ces mondes. Donc effectivement, on peut observer parfois, dans les cas les plus graves, une forme de suspicion ou d'amusement. Certains hauts fonctionnaires peuvent trouver les travaux de leurs collègues universitaires tout à fait distrayants, mais pas forcément essentiels et opérationnels. Et je pense que ça, c'est peut-être dans les cas les plus graves. Dans beaucoup d'autres cas, c'est tout simplement une méconnaissance. Je pense que dans beaucoup de cas, les hauts fonctionnaires n'ont pas accès à la connaissance universitaire, à la recherche universitaire, et encore moins, et c'est sans doute là le problème le plus profond, à des catégories de pensée et de raisonnement qui sont celles de la recherche universitaire en sciences sociales, en droit, en économie, sur l'action publique, qui permettraient de se parler.
Alors bien sûr, il ne faut sans doute pas complètement non plus exonérer la recherche universitaire, qui parfois peut-être a tendance un peu à se draper dans des exigences de rigueur scientifique et de pureté plutôt que d'essayer d'engager un dialogue avec la haute fonction publique. Mais je pense que, alors moi-même je suis spécialiste d'analyse des politiques publiques, je pense qu'il y a beaucoup de points de dialogue qui sont possibles dans différents types d'arènes, de plateformes avec différents supports, et que peut-être un mécanisme clé, ce serait celui d'essayer de mettre en place des mécanismes de circulation entre ces deux univers. Par exemple, aujourd'hui, l'accès à la fonction publique, à la haute fonction publique hors monde académique des jeunes docteurs en France n'est pas du tout satisfaisante comparée à d'autres pays. Si on regarde le nombre de docteurs de l'université, par exemple, dans la haute fonction publique allemande, on a un paysage qui est tout à fait différent du paysage français. Aujourd'hui, les opportunités professionnelles pour un jeune docteur brillant en France issu de l'université et qui souhaite intégrer la fonction publique sont quasi nulles dans certains domaines disciplinaires. Et il y a sans doute un manque à gagner énorme pour l'État. Et alors justement, ce cloisonnement, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter et essayer de mélanger un peu plus ces deux mondes ? Je pense qu'il y a des choses qui se font déjà. Les travaux de certains think tanks ou fondations, par exemple, essaient d'aller en ce sens. Et peut-être en développant, côté universitaire, nous, des formats pédagogiques qui essaient plus d'associer différents points de vue, le point de vue académique, le point de vue des praticiens de l'action publique, essayer de bien dire à nos étudiants que la pratique de l'action publique n'est pas au rabais au niveau analytique, et d'essayer d'expliquer à nos interlocuteurs aux fonctionnaires que la recherche sur l'action publique n'est pas nécessairement complètement éthérée et inopérationnelle. Mais moi, ce que je constate dans ma pratique d'enseignant-chercheur en analyse des politiques publiques, à l'université et ailleurs, je suis également co-directrice d'un ouvrage qui en est à sa 4e édition, le Dictionnaire des politiques publiques, qui est un ouvrage pas spécialement aisé d'accès puisqu'il s'agit d'un dictionnaire de concepts. Voilà, il a été traduit dans 4 langues. Il a très bien marché, oui. Voilà, qui a très bien marché. On a nous-mêmes été assez surprises, les 3 coordinatrices de l'ouvrage, du succès de ce dictionnaire. Et en fait, ça m'incite à dire qu'il y a une véritable demande, et ce bien au-delà de l'université, pour des outils analytiques robustes en analyse des politiques publiques. Évidemment, pour une expertise sectorielle, on est très content de rencontrer quelqu'un qui a fait une thèse sur les politiques de l'environnement ou sur les politiques agricoles, bien sûr. Mais également, plus généralement, pour avoir des cadres, des outils pour apprendre à développer un regard, pour rencontrer ce regard qui est celui des sciences sociales, de la science politique et de la sociologie sur l'action publique. Et moi, j'ai enseigné l'analyse des politiques publiques, non seulement à l'université, mais dans différents types de formations professionnelles, auprès d'ingénieurs des eaux et forêts, auprès de personnels d'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche et des bibliothèques, par exemple. Et à chaque fois, ce type de formation se passe extrêmement bien et se généralise. Et quand on regarde les ventes du dictionnaire des politiques publiques, ça révèle qu'il y a une demande d'outils analytiques pour penser les transformations de l'action publique. Et c'est ce type de formation qui répond justement au problème du cloisonnement, parce que ça permet à certains hauts fonctionnaires justement d'avoir les clés et de bénéficier auprès d'universitaires d'éclairage du monde académique. Alors les clés, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que ça leur permet de se familiariser avec ce regard qu'ils peuvent ensuite adopter. Et se familiariser avec ce regard, ça permet d'avoir accès au monde de la recherche et à pouvoir envisager des interlocuteurs au sein du monde universitaire. Alors, on va parler d'un sujet précis maintenant avec vous, Daniel Kaplan. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire vous êtes délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, vous vous préoccupez des questions du numérique, et justement, on voit bien que le sujet de cette révolution numérique est difficile à appréhender pour nos administrations, pour la haute fonction publique. Quel regard vous portez-vous sur à la fois ce qu'a dit Thierry Pech en introduction et sur les réflexions autour de ce sujet précis du bouleversement qu'entraîne le numérique dans l'action publique?
Le premier point, c'est que c'est justement pas un sujet précis. Le numérique, c'est une nouvelle infrastructure critique, c'est un nouveau droit, c'est une nouvelle matière première de l'ensemble des activités humaines. Et donc, au fond, ce dont parle l'administration, comme les entreprises, comme le politique, etc., quand ils parlent de numérique, c'est de sa propre transformation et en particulier du caractère disruptif voulu, souhaité, apporté par un certain nombre d'acteurs de cette transformation. Et donc accéléré par rapport à l'effet qu'on aurait pu attendre naturel d'un certain nombre de grandes tendances. C'est comme ça qu'il faut essayer de l'envisager, donc surtout pas de le cantonner dans un petit domaine. Alors quand même, si on essaye de regarder un petit peu, il est très présent, et y compris d'ailleurs dans pas mal de recherches, même si on va voir qu'il y a des recherches sur ce champ-là, sur les transformations de l'action publique sous différents angles à l'ère numérique, qui ont, comme les autres, une difficulté à envisager la transformation de leurs objets mêmes aujourd'hui. Et c'est normal, hein, c'est une difficulté un peu inhérente à la recherche et à son lien avec l'action, on va y revenir. En sciences de gestion, il y a quand même pas mal de choses. Très New Management public, c'est vrai. Et dans le New Management public, il y a beaucoup d'informatique. Le numérique, c'est aussi l'informatique. Hein, c'est pas seulement des trucs cool comme Facebook, etc. C'est aussi la bonne vieille formalisation des processus qui présente l'inconvénient de son avantage, et cet inconvénient, c'est d'éventuellement pouvoir rendre les organisations encore plus rigides qu'elles ne l'étaient jusqu'alors. Or, c'est probablement l'une des difficultés dont souffrent les administrations, d'être plutôt plus rigides que les autres organisations qui ont beaucoup travaillé sur leur ouverture et leur assouplissement. Il manque probablement dans les sciences de gestion, en tout cas, une importation de recherche qui bouge beaucoup aujourd'hui sur les thématiques de l'innovation, sur les thématiques justement des organisations post-rationalisation des grandes organisations privées. Et ça, c'est vrai qu'on ne le sent pas beaucoup venir aujourd'hui autour de la sphère publique, même s'il y a quelques recherches là-dedans. En sciences politiques, il y a beaucoup de travaux, bien sûr, sur la participation, avec numérique, un peu, beaucoup, pas du tout, avec ses limites. Sur l'open gouvernement, sur l'open data, il y a quand même pas mal de travaux, mais avec cette difficulté qui est de le penser, peut-être le passage de la dont parlaient les deux introductions, d'ailleurs, de la participation à la coproduction, à la co-conception. Et j'y reviendrai parce que si on veut avancer, il va falloir qu'on arrête de penser que tout ça, c'est une affaire de dialogue entre des hauts fonctionnaires et des chercheurs, comme s'il n'y avait que ces deux acteurs dans cette sphère. Il y a des recherches intéressantes dans le domaine juridique, et notamment autour de la thématique de l'open law. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer des règles et des normes intégrées de manière modulaire dans les différentes composantes du système, un peu comme ça fonctionne dans l'Internet? Et puis, côté sciences sociales, il ne faut quand même pas négliger tout ce qui s'est passé autour de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, un peu de travaux sur les agents publics face à la modernisation et en général sur leur désarroi, etc. Donc il y a des choses, mais c'est vrai qu'il y a pour moi, effectivement, deux grandes difficultés. La première, c'est quand même cette réaction spontanée qui est « il faut que les hauts fonctionnaires dialoguent avec les chercheurs », comme s'il n'y avait pas une thématique essentielle du côté des bas fonctionnaires, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, et en particulier de leur capacité à eux de prendre des initiatives, de les faire reconnaître, de les faire fonctionner, de les faire fructifier, grandir, etc. C'est un des drames aujourd'hui de l'administration, et d'une certaine manière, l'informatisation n'a pas aidé cela à se produire, ni la multiplication des indicateurs et des mesures dans tous les sens, ni peut-être même la valorisation d'une certaine virilité du chef qui a la capacité à cosqueter dans tous les sens. Hein. C'est quand même un peu présent, cette histoire-là. Donc il y a les bas fonctionnaires, puis il y a les citoyens qui sont en train de devenir des acteurs beaucoup plus présents qu'auparavant, pas seulement dans la parole, mais aussi dans l'action. Et puis, il y a tous les autres disrupteurs, les grandes boîtes, les petites boîtes, les associations, les innovateurs sociaux de tout poil, les gars de 22 ans que je vois en permanence qui viennent, on a notre boîte depuis 3 mois, on est 2 et demi, on va changer le monde dans tel ou tel domaine, et on peut en rigoler, mais en même temps, on peut se dire que c'est souvent quand même par là qu'un certain nombre de choses commencent. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là à ce stade, c'est que
on est probablement dans un monde où les facteurs de changement bougent beaucoup et que la difficulté, c'est que justement, c'est de plus en plus difficile de se dire on va passer de la recherche à l'action, alors que l'action précède souvent de plusieurs années la recherche. Et que la question, c'est un petit peu de se dire comment est-ce qu'on pourrait embedder, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, la recherche à l'intérieur de l'action. Essayer d'en faire un principe. Il y a des jeunes chercheurs qui y sont prêts, mais c'est pas facile, hein, parce que ça veut dire aussi être capable de sortir de sa zone de confort et à un moment de dire le truc vraiment pas rigoureux qui est « Ah ouais, en fait, il faudrait essayer ça ». C'est pas seulement « je vous rends compte de ce que j'ai constaté, avec toute la rigueur nécessaire, avec tous les doutes, avec la méthodologie, etc., qu'on a beaucoup moins le temps de mobiliser qu'auparavant, parce que les projets innovants, aujourd'hui, leur cycle, il va se mesurer en semaines, avec des retours immédiats, avec l'usage de données pour le faire, etc. Et donc, il faut d'une part se mettre là-dedans, donc avec assez peu de temps pour produire des longues analyses, et ensuite pouvoir se risquer à la prescription. C'est très difficile, c'est ontologiquement difficile pour beaucoup de chercheurs, et je le comprends très bien, et en même temps, il n'y a pas d'autre solution. Question de la réconciliation entre la pensée et l'action, qui est un peu au cœur de notre sujet là. Alors justement, pour avoir à ce stade un peu de recul sur cette question, je vais donner la parole à Stéphane Jacobson de l'OCDE pour peut-être voir un peu aussi ce qui s'est passé dans les pays voisins, où en est l'état de cette réflexion ailleurs, justement, puisqu'on disait que beaucoup, parfois, il fallait s'inspirer de ce qui se faisait à l'étranger. Stéphane Jacobson, je crois que vous avez aussi une présentation, voilà. Merci. On va éviter une grande présentation lourde, mais ce sera disponible pour nos participants. En fait, la question, c'est, quand on regarde les pays voisins, c'est moderniser l'action publique. Pourquoi ? Et quand on prend un peu une perspective de long terme, aussi rétrospective, sur 20 ou 25 ans, on s'aperçoit que depuis le début ou le milieu des années 90, la France s'est mise à dériver, à un moment où d'autres pays ont profondément modernisé leur action publique et engager un exercice structurel, par exemple de redéfinition et de revue des missions de l'État. En fait, en France, la sphère publique est restée relativement inerte. Avec le coût de la crise, la réduction des ressources publiques qui a été entraînée par la récession très profonde de la fin des années 2000, les coûts ont un peu augmenté. Et puis depuis, pareil, aucun effort n'a véritablement été fait, alors que de nombreux autres pays ont fait des efforts d'ajustement structurel importants. Et donc, d'une certaine façon, on a un peu l'impression d'un monde immobile. Et quand on regarde au total la question aujourd'hui, ou les termes du débat, on se dit qu'il faudrait commencer à se demander, excusez-moi de poser les termes dans cette logique, mais en avons-nous pour notre argent, mais pas dans un sens de logique comptable ou d'efficacité ou de productivité bien classique, mais en avons-nous pour notre argent dans un sens de résultat large de l'action publique. Et si je schématisais un petit peu, quand on regarde les données internationales, quand on regarde les ressources, les moyens, l'évolution de l'État en France, on se dit qu'on a un État au coût nordique, mais avec des rendements comparables à ceux de l'Europe continentale. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus que beaucoup d'autres pays d'Europe continentale qui sont nos voisins, comme la Belgique, l'Allemagne ou l'autre. On dépense autant que les pays nordiques, mais les résultats, ils ne sont pas forcément au niveau de ce qu'on pourrait attendre et qu'on voit dans les pays nordiques. Et quand je parle de résultats, je parle de données telles que la confiance, l'état de droit, les services aux citoyens, la transparence, la reddition de comptes, la soutenabilité de long terme des politiques, y compris de la politique budgétaire, et l'efficacité et l'efficience. Et dans ces termes-là, donc, ce qu'il faut se demander, c'est comment redéfinir. Alors, comment faisons-nous à l'OCDE ? En fait, à l'OCDE, on essaye de réfléchir sur une redéfinition stratégique des axes de résultats de l'État, de partir de certains pays qui l'ont fait. Par exemple, l'expérience écossaise est aussi tout à fait intéressante, où on a essayé à partir du milieu des années 2000 de poser les grandes priorités en termes de outcomes que l'on voulait pour l'avenir du secteur public, et à partir de ces priorités en termes d'outcomes, de réorganiser et restructurer l'ensemble de la sphère publique en mobilisant les outils de la performance et d'autres, et pour créer ce qu'on appelle, en anglais, un single civil service, un enabling state. Et on travaille, nous aussi, avec des experts qui sont aussi d'anciens hauts fonctionnaires, souvent d'anciens
plus haut fonctionnaires de l'administration publique, par exemple des gens qui ont été bien connus en France comme Jocelyne Bourgon ou d'autres comme Sir John Eldridge. Et l'idée, c'est de comment agir pour créer de la valeur publique au niveau global. Et après, ce que l'OCDE fait dans ces domaines, c'est de mobiliser ce qu'on appelle la boîte à outils de la bonne gouvernance publique. Et j'ai une série de petites cases qui, chacune dans son domaine, permet de travailler et de mobiliser des réseaux d'expertise, et par exemple, que ce soit dans l'innovation dans le secteur public. Et là, on travaille beaucoup avec la France. Il y a eu les présentations de la 27e région. Il y a tout un foisonnement d'idées, d'expériences tout à fait intéressantes, tant au niveau académique que dans la sphère publique. Et puis, il y a d'autres domaines qui, pour moi, sont plutôt des points noirs en France, quand on regarde par rapport à d'autres pays. Les points noirs dans ce tableau, c'est la qualité de la sphère réglementaire, le poids des règles qui étouffent tant l'action publique à l'intérieur de l'État que la société et l'économie dans son ensemble, la coordination et les relations entre les niveaux d'administration, la gestion stratégique des ressources humaines. Je pense aussi qu'il y a 2-3 points que j'ai mis en rouge, qui me semblent, lesquels on a quand même de sérieuses questions à se poser. Par exemple, on l'a vu récemment, il y a eu une prise de conscience assez douloureuse et assez tardive du rôle des outils d'intérêt. Si on pouvait passer sur intégrité et transparence, la France était un des rares pays qui n'avait aucune provision en termes de conflit d'intérêts dans la sphère publique. Et quand on a commencé à en introduire, depuis quelques années, on a vu que ça fait mal parce que les choses ne se passaient plus dans le passé. On a vu des choses curieuses qui se passaient. Enfin, je ne vais pas revenir sur quelques cas qui ont défrayé la chronique, mais c'est des choses qui se font un peu dans la douleur. Dans d'autres domaines, celle d'après, par exemple, vous allez me dire l'efficacité de l'administration fiscale. On a le meilleur service fiscal du monde. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Notre service fiscal, certes, il coûte un peu moins cher, par exemple, que ce qui se passe en Allemagne, mais si on corrèle la transformation numérique avec la transformation de l'administration fiscale, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé cette année avec un pays comme l'Estonie, qui, à mon avis, est de loin la meilleure pratique en matière de gouvernance digitale. Et si, parmi tous les pays de l'OCDE, l'Estonie est celui qui permet de collecter ses impôts au coût le plus faible pour la collectivité, c'est bien dû à une intégration sans précédent et sans égal de la sphère numérique, de la sphère digitale et des règles de collecte de l'impôt. Voilà, je pas forcément faire un grand speech introductif, mais je voulais poser quelques jalons et puis on pourra peut-être revenir dans le cadre de la discussion. Alors justement, par rapport à ce que vous disiez, j'ai envie de faire réagir Monsieur Hobby sur vous parliez de la qualité de la sphère réglementaire. Quelles sont les particularités du droit public en France, le cadre réglementaire dans lequel l'action publique s'inscrit en France par rapport aux autres pays de l'OCDE? C'est une question bien vaste. Est-ce que vous permettez d'y venir en revenant sur notre question initiale, qui est celle de la recherche académique sur l'action publique. Parce que je ne veux pas me contenter d'émettre les messages plus ou moins corporatifs par lesquels j'ai commencé tout à l'heure. Le problème n'est pas seulement de savoir qui est le plus légitime des fonctionnaires ou des académiques. Nous avons devant nous des questions objectives à traiter. C'est-à-dire, je les résume comme je les vois avec mon point de vue de juriste ouvert à toutes les approches institutionnelles en disant ceci: il y a de grandes forces qui transforment l'action publique dans nos sociétés et les réflexions académiques et la recherche doivent se pencher sur ces grandes évolutions et essayer de les éclairer, de les faire comprendre. Sans partir dans un long discours, je dirais... L'action publique dans nos sociétés, elle est puissamment transformée non seulement par des facteurs que je dirais un peu conjoncturels comme la crise, d'autres plus profonds comme le numérique, mais aussi la globalisation, le puissant courant de la globalisation avec son volet européen. Je n'ai pas le temps de situer par rapport à la globalisation plus générale. C'est aussi quelque chose qui tient, malgré tout, même en France, à une certaine régression de l'État, enfin, un certain repli de l'État par rapport à la société, par rapport au marché. Et c'est une tendance visible aussi en France, bien que moins qu'ailleurs, à une certaine démultiplication interne de l'appareil d'État, décentralisation, autorité administrative indépendante, etc. Donc un cadre qui est en effet modifié.
Et en face de cela, qui ne nous est pas propre, ces grands mouvements ne nous sont pas propres du tout. Il faut les tenir en compte, les prendre en compte et les éclairer. Et face à ça, certainement des particularités françaises que vous avez en grande partie caractérisées, qui tiennent en effet une certaine forme d'intoxication à l'État, de retour permanent vers l'État pour régler tous les problèmes possibles, qui tiennent, je crois, on a évoqué la ville, le lien avec le numérique d'ailleurs pourrait être fait, mais notre difficulté à structurer fortement les territoires de demain, qui sont du côté des villes principalement, c'est tout à fait évident, qui tiennent à une difficulté que nous avons à comprendre, analyser l'évolution de la distribution des rôles entre le public et le privé, car cela change aussi chez nous comme chez les autres, mais nous avons beaucoup de mal à l'analyser. Donc c'est tout cela qu'il faut prendre en charge. Et comment on n'est pas sans ressources, n'est-ce pas? Bon, il y a une réflexion française, y compris académique, relevant de la science administrative, de l'analyse des politiques publiques, qui n'est pas négligeable. Ne croyons pas que nous serions totalement en dehors de tous les courants de réflexion. Mais c'est vrai, je termine d'un mot sur le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le droit, les institutions publiques. Il y a des apports extérieurs dont je crois que nous ne les avons pas suffisamment intégrés encore, et je plaide constamment pour cela dans la petite position qui est la mienne, c'est les théories de la globalisation juridique. Nous sommes immergés, y compris dans le fonctionnement de nos droits, nous sommes immergés dans un univers interconnecté. Et ça, c'est très difficile à assimiler pour le droit qui résonne sur la base de systèmes juridiques étanches, plus ou moins hiérarchiquement superposés. C'est plus comme ça que ça marche. Alors, ça nous trouble beaucoup. La théorie de la décentralisation, du pluralisme des systèmes publics, elle est je l'affirme, sous-développée dans la pensée française par rapport à ce qu'elle est ailleurs. Trivialement, je dirais que les Américains depuis longtemps, mais aujourd'hui les Espagnols, les Italiens, ils sont bien obligés de réfléchir sur le fonctionnement d'un appareil public qui est profondément plural. Ils sont bien obligés de trouver des façons d'appréhender ça. Et on trouve chez eux énormément d'idées. Et il y a un dernier rapport sous-utilisé, je crois, dans la pensée juridico-institutionnelle française, et cela me paraît extrêmement préjudicial. Il est proche de l'analyse des politiques publiques d'ailleurs. C'est la théorie des régulations. Alors non pas la théorie de la régulation, qui est un sous-produit français affadi de la théorie internationale des régulations, une façon de réfléchir au croisement d'analyse sociologique, économique et juridique sur le pourquoi de l'intervention publique, sur ses modalités, sur ce qui fait qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle produit ou ne produit pas des effets dans les contextes socio-économiques auxquels elle s'applique. On peut importer tout ça et l'utiliser. On a commencé à le faire un petit peu ici et là. Pauline Ravinet, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment le pluralisme de l'action publique qui est sous-évalué aujourd'hui, et le point sur les théories des régulations. Oui, il y a beaucoup de choses, évidemment, dans ce que vient de dire Jean-Bernard Roby. En fait, j'aurais une réponse un petit peu sur le même registre, qui est de dire que, sans doute, la recherche en sciences politiques, plus spécifiquement en analyse des politiques publiques, ne conçoit pas sa mission, son angle, sa question centrale comme identifier des spécificités de l'action publique française. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méthode comparative avec ce qui peut se passer ailleurs, sous d'autres cieux, qui est profondément la nôtre. Et puis parce que dans la montée en généralité nécessaire pour la réflexion, on a une démarche qui est en quelque sorte inverse à l'idée de partir des spécificités, même si au bout du compte, c'est ce qui nous permet éventuellement d'en identifier. Et
Et je dirais qu'en sciences politiques, en sociologie politique, mais sans doute aussi dans le dialogue avec nos collègues en droit public et en sciences de gestion, il y a des choses qu'on voit poindre, sur lesquelles le dialogue est engagé entre disciplines auprès d'autres acteurs et sur lesquelles on voit des choses. Je trouve que tout ce qu'a dit Jean-Bernard Roby sur la question des échelles, c'est très intéressant, puisque toute la réflexion sur la variation des échelles de l'action publique aujourd'hui et ce que cela fait à l'État et comment est-ce que l'Europe, comment est-ce que l'international, le global, aujourd'hui pénètre l'action publique et n'est plus confiné à certains secteurs spécialisés dans les relations internationales, comment on fait la guerre, comment est-ce qu'on négocie la paix, comment est-ce qu'on fait du commerce international, ces secteurs très très classiques tournés vers l'international. Aujourd'hui, dans les politiques éducatives, les politiques de l'environnement, toutes les politiques aujourd'hui ont une dimension européenne et internationale. Et donc ce travail sur les échelles est absolument passionnant. Et il dit quelque chose sur la façon dont l'État se transforme, dont l'État se recompose, puisqu'il donne à voir un État qui n'est pas un État pris en étau et un État, comment dire, déshabillé à la fois par en haut et par en bas, par la globalisation, par l'européanisation et par la montée en puissance du territoire local. Ça permet de voir plutôt un État qui se recompose, qui se réinvente, parce que l'État est lui-même un acteur de l'européanisation et l'État est lui-même un acteur de la dynamique de territorialisation. Et dans d'autres dynamiques transversales comme ça, sur lesquelles je pense qu'il y a des apports de cette réflexion académique, c'est peut-être sur une réflexion transversale sur les modalités et le format de l'action publique qui ont évolué. Alors il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est tout le travail qui est fait sur l'action publique par projet. D'accord ? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est quelque chose qu'on observe à tous les niveaux de gouvernement. Dans les politiques locales, dans les politiques européennes, bien sûr, mais de plus en plus dans les politiques nationales, on observe ce phénomène. Aujourd'hui, on régule, on gouverne beaucoup par projet. Voilà. Alors ça veut dire que souvent, il y a une mise en concurrence. Il y a des appels à projets, ça correspond à un type de financement particulier, mais c'est aussi une façon de conduire l'action publique qui est extrêmement particulière, de mettre en mouvement les acteurs qui est extrêmement particulière. Et ça, on l'observe de façon, je dirais, extrêmement transversale, et il y a une vraie connaissance à produire là-dessus pour essayer de mieux comprendre ce que le gouvernement par projet fait à l'action publique. Et je dirais un peu la même chose de tout l'usage et le développement absolument exponentiel depuis 20 ans, des instruments, des outils, des dispositifs quantitatifs et chiffrés. On peut penser au classement, nous vivons dans un monde de classement, on peut penser au benchmarking, on peut penser aux scoreboards qu'on utilise tous dans tous les secteurs dans lesquels on travaille. Que font-ils à l'État ? Que font-ils aux acteurs ? Comment les acteurs les reçoivent-ils ou plutôt se les réapproprient-ils à chaque fois ? Comment les manipulent-ils ? Comment les usagers réinventent aussi leur façon d'être un usager au contact de ces instruments, comment est-ce que cela peut changer leurs attentes vis-à-vis de ce que l'État délivre. Voilà, je pense que ce genre de questionnements transversaux, c'est vraiment intéressant, et c'est en développant ce genre de questionnement qu'après on peut revenir sur la situation française et se dire, bon, sur des grandes questions qui sont celles des transformations de l'État et de l'action publique aujourd'hui, une fois qu'on regarde tout ça, qu'on met tout ça à plat, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation française et comment est-ce qu'on peut reformuler ce que seraient les spécificités françaises par rapport au classique constat d'un État centralisé, voilà. Daniel Kaplan, vous avez, j'imagine, été sensible dans la présentation de Stéphane Jacobson au point qu'il a fait justement sur l'utilisation du numérique et quand on parle de ces différents niveaux aussi, de l'État bousculé à la fois par le haut, par le bas, vous êtes en plein dans cette réflexion sur justement nourrir l'action publique aussi par le bas. Oui, et ce qu'on peut voir justement dans le tableau de l'OCDE, qu'on sait depuis longtemps, c'est que justement la France peut être depuis longtemps bien avancée sur ces sujets-là sans que ça change grand-chose, à soi tout seul. On parlait des classements tout à l'heure. Niveau classement, la France en général sur le numérique s'en sort plutôt bien. La France s'en sort plutôt bien, y compris sur le numérique public, mais à nouveau, c'est pas nécessairement que un bon signe. Ça en est un, mais c'est pas que un bon signe. D'une part, ce qui est quand même frappant, mais peut-être
qui peut nous donner une piste d'action, c'est que globalement, si justement, quand on parle aux fonctionnaires, aux bas fonctionnaires, eux, ils ont l'impression de faire des efforts tout le temps. C'est assez bien dit d'ailleurs dans le rapport de France Stratégie que personne n'a lu encore, mais on a eu le droit quand même à des petites primeurs pour préparer, où pour beaucoup de fonctionnaires, en gros, ça fait 10 ans qu'ils font des efforts. Chaque effort est juste l'occasion pour Bercy de revenir avec un nouveau marteau pour dire bon alors maintenant on va enfoncer le clou un peu plus bas. Et ils ont l'impression que ça n'arrête pas. Et qui ne savent pas vers où, pourquoi, etc. Donc c'est une vraie difficulté. Et le numérique peut être partie prenante de cette difficulté-là, quand justement il ne fait qu'automatiser, qu'optimiser, que faire mieux ce qu'on fait déjà. Quand aussi il déshumanise à la fois à l'intérieur, dans les formes de management ou de non-management public français, ou même vis-à-vis de l'extérieur, où je suis par ailleurs membre du Conseil national du numérique qui a publié il y a un peu plus d'un an un rapport sur les questions d'inclusion où une des questions importantes, c'était pour ceux qui ont besoin de formes de médiation, pour ceux qui ont besoin de comprendre ce que l'administration veut d'eux, pour leur attribuer des droits ou pour leur faire payer ce qu'ils doivent, etc. Eh bien, la disparition progressive des guichets, qui est inéluctable dans la forme ancienne en tout cas, fait qu'après, il n'y a plus du tout de personnes à qui s'adresser. Et on peut se retrouver dans des situations d'augmentation massive du non-recours au droit ou de gens qui avaient des difficultés avec les formulaires et qui finissent par se retrouver hors la loi parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire pour déclarer telle ou telle chose. Et ça peut être un effet, je dirais, de premier niveau du numérique. Il y en a évidemment d'autres. Il y a des choses très encourageantes et très intéressantes qui se passent en France sur lesquelles on bouge beaucoup sur l'open data, l'open government, etc. Et là, c'est beaucoup plus fécond. Et on est vraiment l'un des pays en pointe, grâce notamment, bien sûr, aux travaux d'Etalab qui sont assez exemplaires dans plein de domaines. Mais je pense qu'on pourrait se dire quelque part, eh bien, le fait que ce n'est pas suffi, le fait qu'on soit en retard, eh bien, on peut essayer de faire, un peu comme pour le téléphone dans les années 70, de dire profitons-en pour sauter un pas, profitons-en pour nous dire, eh bien, c'est plus le moment de faire encore mieux que les autres du New Public Management, alors qu'il est en train d'être critiqué de plein de manières dans toute une série de pays. C'est peut-être le moment d'essayer d'explorer à la fois évidemment des formes de choix, des formes de rationalisation, etc., qu'il faut continuer à parcourir, à poursuivre, et puis peut-être de se formuler collectivement, de manière ouverte, de manière discutée, des défis qui pourraient associer, comme grands projets d'une certaine manière, y compris des fonctionnaires, les bas fonctionnaires, les moyens fonctionnaires, les hauts fonctionnaires aussi, je ne veux pas les oublier quand même, et puis les autres acteurs de la société. On termine, nous, un travail annuel de prospective qui s'appelle Questions numériques. France Stratégie y est associée d'ailleurs. Fin de la pub, on présente ça le 16 avril. Et on propose 3 champs dans lesquels à la fois l'action et la recherche pourraient un peu s'investir. Autour de l'ouvert, de l'agile et du capacitant, de l'enabling state écossais de tout à l'heure. Sur l'ouvert, c'est la question de savoir comment est-ce que dans l'État, on crée les conditions pour que tout le monde fasse, à la fois effectivement les fonctionnaires de la base, les agents en général, parce qu'ils ne sont pas tous fonctionnaires d'ailleurs, mais aussi la société, les acteurs privés, etc. Il y a de l'open data, mais l'innovation ouverte dans le monde de l'entreprise, ça va bien au-delà de ça. Ça va jusqu'à la coproduction de valeur, ça va jusqu'à la coproduction sur le terrain. Pourquoi justement les formes de médiation seraient-elles purement publiques? Comment est-ce qu'on peut essayer de les inventer autrement? Ça va jusqu'au fait d'importer des connaissances ou des idées très en amont des réflexions. On explore aujourd'hui avec la région PACA l'idée de lancer sur des sujets sur lesquels l'action publique et même le partenariat public-privé sont démunis, des défis aux innovateurs. Non, voilà des questions difficiles sur lesquelles on ne sait pas trop quoi faire. Venez avec des projets plus ou moins matures et on va essayer d'en accompagner un certain nombre. Et du coup, s'il y avait une recherche-action sur laquelle travailler, parce qu'elle coince absolument tout,
c'est les formes de partenariat entre l'action publique et l'action pas publique, et notamment les marchés publics, l'innovation dans les marchés publics, etc. C'est absolument dramatique, l'impossibilité radicale de faire des projets rapides, de faire des projets modulaires, de collaborer avec des fournisseurs potentiels, d'innover dans le champ des marchés publics. Et c'est vraiment une cause majeure d'un certain nombre de blocages d'aujourd'hui. Ça m'amène à l'agile et à l'incertain. Aujourd'hui, les entreprises, les innovateurs de tout poil d'ailleurs, essayent de travailler sur des cycles beaucoup plus courts, sur des projets qui peuvent être à la fois très très ambitieux dans leur perspective, mais qui vont essayer de se développer sur la base d'interactions qui vont se compter en semaines ou au pire en mois, d'interactions directes avec les destinataires, les bénéficiaires, les usagers, les professionnels, etc., qui seront impliqués dessus. Donc on va faire plein de petits projets plutôt que des très grands projets sur 3 ans avec des cahiers des charges qui évidemment sont jamais suivis, sont toujours à réviser, etc. Eh bien on arrête de faire des cahiers des charges. On peut faire des équipes autonomes, des cycles courts. On conçoit des bagnoles comme ça avec des gens qui ne sont jamais vus et qui en 3 mois font des voitures qui ont le droit de rouler sur les routes. Donc vous imaginez, et qui peuvent être reproduites, qui sont des gros projets parce qu'il faut de l'industrialiser. Donc vous imaginez ce qu'on pourrait faire dans la sphère publique aujourd'hui aussi. Penser plateforme et écosystème, c'est-à-dire permettre à des initiatives qu'on ne connaît pas déjà d'émerger, de se développer plus facilement et de s'articuler entre elles et avec les grands systèmes. Voilà un certain nombre de sujets sur lesquels il faut travailler du côté de l'agile. Et du côté du capacitant, on le voit aujourd'hui, on a ouvert un certain nombre de choses. Par exemple, du côté de l'open data, et on fait face à la question suivante. Chaque progrès se constate par le fait qu'elle fait émerger les questions suivantes, bien sûr, qui sont qu'on manque d'usage, on manque de demande. On manque de demande parce qu'on manque de culture de la donnée, parce qu'on manque éventuellement d'acteurs qui justement se disent « Ah bon, je peux travailler avec un acteur public comme avec un partenaire et pas comme un espèce de machin bizarre qui se demande à chaque fois comment il va pouvoir me passer un marché ou pas. » Et donc, comment est-ce que je fais émerger, comment est-ce que je forme, comment est-ce que même dans l'éducation, d'ailleurs, je forme des gens qui sont du côté de la création, de la collaboration, de l'expression et pas seulement de la répétition de connaissances. Comment est-ce qu'on développe des formes actifs de co-conception et de coproduction? Comment est-ce qu'éventuellement on collabore à l'émergence de communs? Par exemple, on voit des choses très intéressantes entre des collectivités territoriales et OpenStreetMap, la communauté de Carto, et plusieurs collectivités ont versé les données du cadastre, plusieurs entreprises ont versé des données d'horaires de transport, etc. Là, on est dans des formes de coproduction qui sont très, très intéressantes. Donc voilà un certain nombre de pistes sur lesquelles, si on essaie de les regarder individuellement, il n'y a peut-être pas de recherche, pas besoin de recherche, même si ça vaut la peine de les regarder. En revanche, si on se pose la question de comment ça passe à l'échelle, comment ça s'articule, comment ça devient grand, comment ça fonctionne avec les grands systèmes publics, etc. Là, c'est vraiment un sujet très complexe, très systémique, sur lequel de la recherche embarquée serait bienvenue, mais embarquée avec l'action, en même temps que l'action. C'est vrai que quand on regarde la France un peu de loin ou en essayant de regarder par rapport à d'autres pays, il y a effectivement des foisonnements d'initiatives. Il y a une dynamique de l'innovation dans un certain nombre de secteurs. Il y a des réseaux d'innovation actifs dans la sphère publique. En matière d'open data, c'est un pays relativement actif et tout ce qu'on a entendu sur la co-conception également. En revanche, je voulais réagir à ce qui a été dit par nos autres intervenants en disant on a déshabillé l'État. Personnellement, quand je regarde l'État français, ou je compare la sphère publique française à d'autres pays, j'ai plutôt l'impression que c'est gilet, double manteau, surmanteau, bretelles, 3 cannes, 2 pantalons et des habits partout. On a un État qui d'une certaine façon, a continué à évoluer avec une certaine inertie et où il n'y a pas eu de redéfinition structurelle des missions. Si on pouvait avoir la slide sur redéfinition des compétences, je pense que réfléchir sur cet état, c'est avant tout redéfinir les frontières de la sphère publique. Ça va du mandat politique, où il faut réfléchir à la prioritisation des missions et des niveaux de service public que l'on demande, et à partir de cela, avoir une approche multiple, comme le disaient d'autres intervenants, en construisant des partenariats pour une utilisation innovante d'incitations jointes dans les communautés publiques et privées pour délivrer des services publics autrement. Je pense notamment, et
rapport à l'exigence de sécurité publique et aux grands défis qu'on fait face en la matière, ce n'est pas uniquement en investissement dans les structures de l'ordre instituées qu'on arrivera à produire de la sécurité ressentie par les citoyens. Ça suppose sans doute de réfléchir un peu différemment sur la production de sécurité, s'engager aussi avec les usagers, participation accrue pour optimiser la valeur des services tels qu'ils sont perçus, exploiter la coproduction. Et ça a été bien dit par M. Kaplan. Et pour avancer dans un autre domaine, on a dit, ah oui, on demande toujours plus aux fonctionnaires. Et là, je suis désolé, quand on vient de l'OCDE, on a du mal à entendre ce genre de choses venant d'un domaine français. Et si on pouvait aller un peu plus loin, on a des fonctionnaires très nombreux en France. Je ne vais pas dire qu'ils sont trop nombreux par rapport au niveau de dépenses, mais ils sont très nombreux, ce qui reflète des coûts de production de l'administration. Donc quand on raisonne en dépenses publiques hors transfert, qui sont très élevées, qui ne sont pas forcément trop payés. Quand on regarde des données, on a des données comparatives de grille de salaire par fonction et niveau. Sur les enseignants, par exemple, ils ont une durée du travail faible, mais ils ne sont pas forcément trop payés. Les hauts salaires dans la fonction publique, on n'a pas non plus de syndrome des fat cats, comme il y a pu y en avoir en Italie et au Royaume-Uni. Et on voit que d'une certaine façon, aujourd'hui, l'outil qu'on utilise, c'est une espèce d'outil lourd et un peu mou, qui est le gel du point salarial, qu'on applique across the board, dans un contexte où il y a quasiment plus d'inflation, donc ça ne produit que très peu d'effets aussi. Et puis, un autre point, et là ça peut peut-être un peu réagir, quand on regarde la quantité de travail qui est effectuée par les fonctionnaires de façon agrégée, par rapport aux données que l'on a, celles d'après, on voit qu'on fait partie des pays de l'OCDE où les fonctionnaires, où la fonction publique travaille le moins. Et derrière nous, on avait le Portugal, et ce graphique a été attiré à mon attention parce que j'avais des journalistes de la télévision portugaise il y a quelques temps au bout du fil. Il y a eu des réformes pour accroître la durée du travail et faire travailler plus les agents publics au Portugal, en Irlande et dans d'autres pays. Et en fait, ce qui s'est passé, si on continue un peu plus loin, je ne dis pas que tout est rose ailleurs, hein, d'une certaine façon, l'inertie de la sphère publique française, d'une certaine façon, quand on met un appareil sous tension, ça oblige à redéfinir, à réfléchir et à penser autrement. Mais c'est aussi douloureux, c'est pas forcément facile. Et ce qui a été fait dans d'autres pays, notamment en termes de modernisation de la sphère publique, de gel des recrutements, d'outsourcing, de cibles de productivité, de décentralisation, voire de privatisation, c'est des choses qui ont eu un impact sur la vie des agents publics. Si on va sur celle d'après, avec des réductions de rémunération dans un certain nombre de pays sur les plus hauts échelons de l'administration publique, une réduction des personnels, des gels, des diminutions de bonus, si on continue, qui se sont traduites aussi par une intensité de travail plus élevée, un peu plus de stress et un sentiment aussi d'insatisfaction. Car ce qui se passe chez nos voisins et autour de nous, c'est aussi ça, et la sphère publique française, jusqu'à ce jour, elle a été un peu épargnée de ces mouvements d'ajustement. Et donc, si on continue, on peut se dire on a un peu un employeur public en déshérence. Et comment relever les défis? Et là aussi, je pense qu'on pourrait penser la performance du personnel et remettre la performance au centre des missions. Et on a des initiatives intéressantes dans un certain nombre de pays, des pays comme la Finlande, le Royaume-Uni ou les États-Unis, pour essayer de mettre les fonctionnaires, transformer les fonctionnaires en agents ultimes du changement. C'est-à-dire identifier les facteurs qui motivent les individus à innover, en termes d'incitation financière, mais aussi d'autres incitations, de construire une culture de l'organisation qui soit favorable au changement en termes de relations avec la hiérarchie, de travail en équipe, de tolérance à l'échec. Il existe un rôle crucial des capacités au leadership pour construire du consensus, renforcer la motivation et réduire les barrières à l'innovation. Après, j'ai quelques éléments un peu plus techniques, mais quand on voit ce que font les Britanniques ou les Américains, ils construisent des indices de niveau d'engagement, de niveau de motivation des fonctionnaires, et ils essayent d'évaluer et de rémunérer les hauts responsables de l'administration par rapport au degré de motivation et d'engagement qui est produit au sein des personnels. Et ça me semble être quelque chose de tout à fait important, où on construit un dialogue sur la performance entre le management de l'administration, en raisonnant par rapport aux résultats, mais pas des résultats uniquement productifs ou étroits, tels que je l'ai dit, mais en termes de valeur publique. Et on peut regarder celle d'après aussi. Et on essaye de voir comment l'engagement dans le travail des agents publics
permet d'obtenir ces résultats plus larges. Et on a aussi des stratégies, c'est des choses qu'on a, celle d'après, qu'on a discuté avec notre réseau d'agents publics pour accroître la capacité au leadership et définir des pratiques de ressources humaines permettant de favoriser cet engagement. J'ai peut-être été un petit peu provocant, mais je voulais juste mettre quelques sujets sur la table et je salue l'arrivée du ministre Mandon. Merci. Alors, justement, vous avez voulu être provocant. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à cette provocation, notamment par rapport à l'État nu ou pas? Est-ce que l'État aujourd'hui est déshabillé? Comment on implique les agents? Pauline Ravinet, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, donc c'est le biais genre. Je suis incitée à répondre sur la question vestimentaire dans ce panel essentiellement masculin. Je comprends que du point de vue d'un analyste de l'OCDE, effectivement, on a plutôt l'idée qu'il y a les 57 couches pour protéger l'État de toutes ces transformations. Je ne disais pas l'analyse des politiques publiques a l'impression que l'État est déshabillé. Je disais au contraire, par rapport au sens commun, parce que le sens commun, il est là. Le sens commun, l'OCDE, justement, ne produit pas ce sens commun-là, d'accord ? Le sens commun, c'est quand même cette idée qu'aujourd'hui, pour beaucoup de citoyens, pour beaucoup d'usagers, pour certains de mes étudiants en premier cycle, que je vois très nombreux tous les jours, la perception très vague, très diffuse des transformations actuelles de l'État et de l'action publique, c'est de dire, par rapport à ce qu'on a appris jusqu'ici, par rapport à ce qu'on sait même sans jamais l'avoir appris sur l'État et l'action publique en France, on a ce sentiment, on a cette impression que l'État est déshabillé par... pourquoi ? Parce qu'il y a l'Europe, il y a la globalisation, il y a la territorialisation, il y a la montée en puissance des acteurs du marché. Et effectivement, du coup, la réflexion, moi la mienne, c'est plutôt d'essayer de réfléchir à comment est-ce que l'État et l'action publique se recomposent. Vous, la vôtre, c'est éventuellement de trouver des solutions et de développer ce genre d'outils. Moi, ça, c'est pas du tout mon angle de travail. Ensuite, chacun son métier, bien entendu. Jean-Bernard Robier, aussi, vous souhaitiez réagir? Merci beaucoup. Oui, bien, je rejoins votre conclusion. Je voudrais repartir vers la question de base, c'est-à-dire quel savoir académique on peut mobiliser n'est-ce pas, pour analyser les problèmes. Alors, sur tout ce que vous venez d'évoquer excellemment, théorie du management public, cette science existe de façon abondante. Les Français n'y sont pas imperméables. Chez nous, à Sciences Po, on pratique assez volontiers. 2 ou 3 points précédents avec la même interrogation, si vous voulez bien. Le numérique, les changements que cela induit dans le fonctionnement démocratique, l'aspect capacitant que vous avez évoqué. Je voudrais juste ajouter à ce que vous avez dit qu'il y a un axe sur lequel on peut réfléchir, je crois, de façon pertinente. Nous avons commencé à le faire. C'est celui de la ville intelligente, celui de Smart Cities, parce qu'elle concentre tous les aspects que vous avez évoqués. Et je peux dire, parce que nous avons commencé une recherche là-dessus, que les dimensions juridiques... les dimensions de gouvernance, c'est assez évident, mais les dimensions juridiques qui sont très présentes, là, il y a du grain à moudre et ma foi, rien de très substantiel n'a été fait ailleurs, donc pas trop mal placé. Je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure, pardon de ne pas y avoir répondu, sur la façon dont on produit des règles dans notre système, notre rapport au droit. C'est un sujet complexe, évidemment, mais j'en parle devant des ministres et parlementaires plus savants que moi. Nous produisons beaucoup trop de règles, nous empilons les lois et les décrets, ça c'est tout à fait connu, sans en évaluer les conséquences. Enfin, tout cela est parfaitement vrai. Le système politique en est en partie responsable. Enfin, là, on ouvre un large dossier. Je veux simplement ne pas oublier la question que je me pose, qui est: est-ce qu'il y a un appareil intellectuel de réflexion que l'on peut mobiliser pour réfléchir là-dessus? Je réponds au moins un, qui est justement la théorie des régulations dont nous avons parlé précédemment, parce que son objet, c'est précisément de savoir
quand on émet des règles, pourquoi et surtout comment elles produisent ou ne produisent pas des effets. Je termine par la question des niveaux que vous avez eu amplement raison d'évoquer aussi. L'un des axes de réflexion sur l'action publique d'aujourd'hui, c'est évidemment cette question des niveaux, l'idée de multi-level governance, tout ce qu'on voudra. Je voudrais simplement signaler que cette préoccupation, les juristes ne sont pas passés complètement à côté, et notamment c'est développé, bon il est vrai un peu plus tardivement en France qu'ailleurs, mais enfin c'est développé une réflexion sur le droit administratif européen, sur l'espace administratif européen, qui est complètement dans la ligne de ce que vous évoquez, c'est-à-dire considérer que les administrations nationales ne sont aujourd'hui ou sont essentiellement aujourd'hui des segments d'un ensemble plus vaste et voir comment cela fonctionne, y compris sur le plan juridique. Le sujet de la ville intelligente, c'est intéressant comme point, y compris parce que c'est vraiment un sujet sur lequel, si on a envie de s'interroger sur l'action publique, et notamment sur le public et même la place du politique, on a intérêt à le regarder de près. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une projection publique d'une série de reportages d'Arte sur la ville intelligente. Et on terminait, il y avait pas mal d'élèves, d'étudiants, etc. Je leur disais, qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans les villes? C'était un reportage qui était intéressant parce qu'il allait voir certaines des nouvelles villes intelligentes qui se construisent, en particulier en Asie et dans les pays du Golfe. Et ils nous disent, alors on n'a pas vu des petits commerces, etc. Ce qui est déjà en Asie quand même un peu étrange, mais bon, effectivement, on n'a pas vu. Et puis il continue, et puis quelqu'un dit enfin ce que j'espérais qu'il ou elle allait dire, qui était, on n'a pas vu des maires. Vous pouvez avoir des heures entières de films sur les villes intelligentes racontés par les concepteurs, les hauts fonctionnaires, etc., mais pas de maires, parce que ça ne sert à rien dans les villes intelligentes telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, puisqu'on a mis un système informatique qui dit ce qu'il faut faire. Et donc il n'y a plus de politique, il n'y a plus de choix, c'est codé à l'intérieur du fonctionnement. Et tout l'enjeu, j'espère en tout cas, de la recherche, Saskia Sassen était intervenue là-dessus il y a quelque temps en disant les villes intelligentes sont tout sauf urbaines. Et c'est embêtant parce que l'informatique travaille sur l'urbanisation des systèmes d'information, mais pas les villes intelligentes en tout cas. C'est-à-dire elles ne ressemblent pas à des villes, elles se pensent comme une espèce de grande fédération de systèmes d'information avec le rêve, le retour du refoulé de l'informaticien qui est la salle de contrôle de type NASA, avec plein d'écrans dedans. Et voilà, ça y est, j'ai le truc là. Voilà. C'est la vision IBM, mais j'espère que donc on aura une émergence d'une vision européenne d'une ville intelligente, compliquée, bordélique, la ville où on fait des révolutions, la ville où il y a plein d'acteurs, la ville où on ne traverse pas dans les clous, etc. Parce que c'est celle-là, évidemment, qui est intéressante. Ce qui n'empêche pas qu'elle ait besoin d'être intelligente et que, justement, cette régulation soit beaucoup plus complexe que celle qu'avaient envisagée, effectivement, nos IBM et Cisco, etc. Sur les comparaisons internationales, justement, ce que je trouve frappant, moi, et ce qui doit nous interpeller, c'est que, alors, on a certainement raison de dire que la France a fait moins de choix, etc. Mais quand on parle aux fonctionnaires, ils disent, mais on n'arrête pas de faire des efforts. C'est jamais bien. C'est jamais bien, ce qu'on fait. C'est jamais assez. C'est-à-dire qu'ils ont cette perception-là. Et donc, probablement, dans leur vécu, en fait, ils l'ont fait. Simplement, ils n'en voient pas le sens. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est probablement d'arriver à repolitiser, d'une certaine manière, cette transformation. Parce que s'ils ont l'impression de faire des efforts, que vous leur donniez raison ou tort, et qu'ils aient objectivement raison ou tort à l'échelle statistique, ça ne changera rien. Si à un moment, ils finissent par dire, écoutez, ça suffit, on n'en peut plus, et puis de toute façon on ne comprend rien, et puis de toute façon ça n'a pas de sens, et puis de toute façon on se fait toujours engueuler, et puis de toute façon l'image qu'on a dans la société est toujours aussi dégueulasse, après tous ces efforts, comment on fait? Eh bien à un moment on se crispe. Et donc un des gros enjeux de trouver des nouveaux chemins aujourd'hui, c'est de se dire que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est ça la perception, et donc il va falloir essayer de progresser. Dernier point, tout ça est rendu complexe par le fait que les disruptions dont parlait Jean-Pierre Zaniferi, et notamment l'arrivée de nouveaux acteurs au cœur de l'action publique, c'est pas demain en fait. C'est déjà aujourd'hui dans un certain nombre de champs. C'est aujourd'hui dans l'invention de nouveaux moyens de transport public, par exemple. C'est aujourd'hui, ou en tout cas pas forcément encore en France, mais c'est très très puissant dans la santé.
et notamment dans l'émergence de nouvelles manières de délivrer de la santé de base, dans l'émergence de nouveaux dispositifs médicaux, dans la montée en puissance, évidemment, des patients, assez bien travaillé d'ailleurs par la recherche en France, en l'occurrence, sur les communautés de patients. C'est évident dans l'éducation, où quand on fait, ça fait plusieurs années qu'on fait des ateliers de prospective, et ce qui surgit à peu près systématiquement aujourd'hui, quand on n'a pas que des professionnels, mais aussi des professionnels de l'éducation, c'est l'idée que l'émergence d'un système parallèle au système public, fondé sur un dispositif d'évaluation parallèle, différent, international, est quelque chose qui apparaît de plus en plus plausible et de plus en plus porté par des acteurs. Et finalement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé historiquement peut-être avec le MBA, mais dans une catégorie très particulière des études supérieures, etc. Si ça commençait à émerger à l'échelle plutôt d'une éducation primaire et secondaire, alors là, nos perspectives en matière d'égalité des chances, etc., il faudrait les revoir complètement, parce qu'évidemment, ce ne serait pas la problématique principale des acteurs concernés. Mais donc l'idée que des initiatives privées ou privées associatives, ou privées certains publics et associatives, etc., puissent commencer à venir remplacer les modalités traditionnelles si elles ne bougent pas, devient de plus en plus plausible. Et là, on appuyé sur les capacités numériques, plutôt d'organiser de la coordination décentralisée à très très grande échelle. Donc attention à ça, parce que ça veut dire que quelque part, voilà, il est minuit, peut-être pas moins 1, mais moins 7, quoi, hein. Justement, sur ce point, Thierry Pech disait dans son introduction que ça pouvait être un élément d'analyse. C'est qu'on arrivait peut-être à une phase d'essoufflement d'une certaine théorie qui a été portée un peu au nu ces dernières années, qui est celle du New Public Management. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une remise en cause de cette culture de la performance qui fait naître du coup plein d'autres questions sur la manière, je reviens sur ce que vous disiez juste avant, hein, sur l'implication des agents, le fait que certains agents ont l'impression qu'on leur a demandé déjà beaucoup d'efforts, qu'on veut piloter leur travail, qu'on leur fixe beaucoup d'objectifs, de performance, etc., que le travail, comme vous l'avez souligné, est aussi de plus en plus intense. Est-ce qu'on n'est pas dans cette phase où, justement, après la théorie du New Public Management, on est à la recherche de nouveaux modèles? Est-ce que... Stéphane Jacobson, oui. La question de New Public Management, c'est quelque chose qui, effectivement, était assez en vogue il y a une vingtaine d'années. En réalité, quand on regarde ce qu'il y avait derrière ceci, il y avait un discours sur de type gestionnaire, gestion de la performance, et il y avait un discours sur ce que les sociologues ou les sciences politiques appellent l'agencification, la gestion par agence. Dans un certain nombre de pays, si on regarde aujourd'hui, par exemple en Amérique latine, le Costa Rica, la gestion par agence, ça a permis de beaucoup dépolitiser l'administration et faire en sorte qu'on ait ça fait en sorte qu'on ait une administration assez professionnelle dans ce pays. Il y a d'autres pays où la gestion par agence peut avoir ses limites. En Suède, on a quelques milliers d'agences et ils n'arrivent plus forcément toujours à compter combien d'agences ils ont. Et je pense qu'en France, on a aussi démultiplié les agences publiques. Il y aurait un sujet à soulever en la matière. On ne sait pas toujours tout ce qu'elles font, combien il y a d'opérateurs et quelles sont les missions. Pour revenir à la gestion aussi sur la performance, je pense qu'il ne faut pas en attendre des miracles non plus. Et la LOLF, c'est un bel outil. La France fait des progrès comme d'autres pays de l'OCDE en la matière, mais ça ne fera pas des miracles non plus, et certainement pas autant que ce que les gens en attendaient au départ. Et c'est maintenant un diagnostic qui est communément partagé par les experts, les praticiens qui font de la gestion par la performance ou qui construisent ce genre d'outils budgétaires. Ça ne fait pas tout, mais ça permet normalement de construire des données, et des données qui permettent un dialogue partagé, un diagnostic partagé, et donc un cheminement vers des solutions. Une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, sur ce qui a été dit sur l'ensemble des règles. Je pense qu'en matière de réglementation, on a effectivement, je voulais citer l'approche de Philippe Aghion, on a des Français qui s'exportent bien en matière académique et ils opèrent parfois au-delà de nos frontières, et tous les travaux qui montrent que d'une certaine façon, la règle est souvent le substitut au manque de confiance entre agents. Et donc on a un pays où il y a une utilisation omniprésente des règles parce qu'il n'y a pas assez de confiance tant entre les citoyens eux-mêmes qu'entre les citoyens et l'État, que de confiance par l'État dans ses propres citoyens. Et je partage aussi le diagnostic de captation par une partie de
de ce qui a été dit par notre prédécesseur sur le discours sur les règles et comment il est construit en France. Après, quelles sont les solutions? Et il se trouve que c'est un sujet que je connais un peu pour avoir travaillé plus d'une dizaine d'années sur les rapports qu'on avait faits sur la qualité de la réglementation en France. On a l'impression qu'on a un progrès par à-coups et qui est beaucoup plus formel que réel. C'est-à-dire qu'on fait des progrès dans certains domaines, on met des outils d'aide à la rédaction des normes, on a essayé formellement de demander des études d'impact, on fait des chocs de simplification, mais le problème, c'est que les chocs de simplification, paradoxalement, permettent de continuer à vivre avec plus de complexité, parce qu'on n'a pas réduit la machine à produire de la complexité. Et donc, simplifier, c'est parfois aussi utile, mais c'est aussi se tirer dans le pied si ça évite de faire l'économie d'une réflexion sur les causes de la complexification croissante. Et en la matière, je pense que plutôt que de théorie, on a aussi besoin de plus de démarches empiriques, d'associations des usagers, des entreprises, notamment les plus petites, à une réflexion sur l'impact des obstacles réglementaires. Il y a eu beaucoup de travail sur la restructuration du paysage normatif. On a souvent coupé beaucoup de bois mort, on a souvent codifié, mais a-t-on vraiment résolu les fardeaux les plus irritants ou ceux qui avaient l'impact sur l'économie le plus large? Et je voulais montrer le graphique sur comprendre les coûts de la réglementation de façon large, qui est un peu plus loin. Voilà. Car les coûts de la réglementation ne sont pas uniquement les coûts gestionnaires, gestion du papier, temps passé au formulaire. Il y a des coûts pour les entreprises et aussi pour les opérateurs publics qui sont soumis à ces règles en termes d'investissement dans la machine, dans le temps, dans le coût supplémentaire des investissements. Et puis, il y a des coûts extra qui ne sont pas toujours mesurés, qui sont tout ce que l'on ne va pas faire. Toutes les entreprises qui ne vont pas forcément grandir parce qu'elles ne pourront pas forcément se développer, les emplois qui ne seront pas créés, les innovations qui ne seront pas faites, tout ce que les économistes qualifient de distorsion de marché. Et je pense qu'en France, on a effectivement fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire, et notamment en termes d'examen ex post systématique de la réglementation. Il faut un toilettage permanent. Il faut faire en sorte, d'une certaine façon, que l'exigence de simplification devienne un peu permanente. Et je pense qu'on a besoin d'un peu de construction institutionnelle en la matière pour faire en sorte que les voix des usagers, que ce soit les entreprises, les citoyens, voire les agents des opérateurs publics extérieurs soumis à ces règles, soient intégrés, si on va au-delà, soient intégrés dans le processus réglementaire et au sein de l'appareil d'État pour faire en sorte que, d'une certaine façon, l'administration se retrouve avec un interlocuteur quand elle fait des règles et qu'elle ne puisse pas toujours faire des règles sans forcément se préoccuper des impacts. À un moment donné, il y a un pilote qui puisse dire là, stop, carton rouge, carton vert, carton orange, avez-vous vraiment pensé à faire telle ou telle chose? Il y a d'autres pays qui ont mis des règles, par exemple, si un ministère veut proposer une règle supplémentaire, il faut qu'il y en ait une qui sorte, voire deux qui sortent. Une gestion par le stock. Ça, c'est... J'allais dire c'est un peu faute de mieux parce qu'à un moment donné, il y avait des théoriciens anglo-saxons qui avaient voulu faire une espèce de budget des règles pour chacun des ministères. Mais comme on n'a jamais réussi, ils étaient venus nous voir à l'OCDE il y a 5-6 ans, on a utilisé cette règle du one in, one out comme substitut de deuxième rang en la matière. Mais je pense... malgré tout, que c'est très important. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut se coordonner avec la digitalisation, comme le disait M. Kaplan, pour ne pas faire en sorte qu'on ne fasse qu'informatiser des choses compliquées. Quand on informatise, il faut essayer de simplifier. Par exemple, les Estoniens ont le principe du once only. On n'a pas le droit de demander 2 fois la même information à un citoyen. Quand on se pose ça comme principe de l'action publique, ça nécessite de définir toute une série de chaînes et de canaux d'organisation pour faire autrement. Voilà, je vais m'arrêter là. On sent que le sujet monte d'ailleurs aussi en France, puisqu'on est en train de réfléchir au principe du dites-le nous une fois, sur le même principe. Jean-Bernard Roby, vous souhaitiez réagir? Oui, sur la production de règles,
il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est tout à fait clair. Nous évaluons les lois, mais enfin, il faut voir comment, les projets de loi, mais il faut voir comment, c'est plus fantaisiste qu'autre chose. Nous n'évaluons pas les projets de règlement, et quant à l'évaluation ex post des textes, il faut voir avec quel sérieux elle est considérée par un système politique qui est toujours pressé de réformer avant de connaître les résultats de ce qu'il a décidé auparavant. Donc il y a certainement beaucoup à faire. Mais je voudrais revenir sur les théories du management public, ce qu'elles peuvent nous apporter et ce qu'elles ne nous apportent pas, l'idée de l'essoufflement. Je crois que toutes les grandes recettes extrêmement utiles que ces théories ont apportées, elles ont été plus ou moins maintenant testées, enfin peut-être pas totalement, mais enfin très largement. Et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose au-delà qui est probablement davantage de l'ordre de la gouvernance que des thèmes propres à la théorie du management public. Ce qui est devant nous, et il n'est pas tout à fait sûr que nous ayons les instruments intellectuels pour le penser, c'est ce que vous qualifiez de coproduction de l'action publique. C'est tout à fait vrai. Et je reviens d'un mot au thème de la ville intelligente, parce qu'effectivement, Open Data et compagnie font découvrir très directement cela. Une anecdote, si vous permettez, qui m'a frappé depuis que j'ai découvert. Donc, il y a quelques années, la ville de Rennes, assez pionnière dans le domaine de l'open data, donc a mis à la disposition sur son site tout un tas d'informations sur la mobilité dans la ville. Et une association œuvrant en faveur des handicapés a récupéré toutes ces informations pour construire un système de guidage des handicapés dans la ville. Ça m'a beaucoup frappé parce que, ça incarne bien cette idée de coproduction, et je me suis dit, mais ça signifie que ces évolutions-là permettent très naturellement à des acteurs privés de produire des prestations qu'auparavant on aurait considérées comme naturellement de services publics, qu'on aurait attendu des seules collectivités. Et alors, ce que je peux vous dire, pour revenir à mon sujet, c'est-à-dire comment penser tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que l'existence de phénomènes de ce genre, dans lesquels la distribution des rôles entre le public et le privé change, et d'une façon assez compliquée, pose au droit, je parle de ce que je connais, des questions extraordinairement complexes, parce que sur la répartition des rôles dans la production du bien public, des biens publics entre public-privé, nous avons des catégories extrêmement simples. Si je caricature, nous connaissons des acteurs purement privés, des acteurs purement publics, et puis quelques acteurs privés qui sont délégataires du service public. Voilà, c'est à peu près tout ce que nous connaissons. Or, la situation devant laquelle nous allons être placés est évidemment beaucoup trop complexe pour entrer dans cette triade élémentaire. Alors, avant de faire réagir également Daniel Kaplan, une dernière fois, je vous donne l'information que le rapport de France Stratégie est en train d'être remis à Monsieur le secrétaire d'État à la réforme de l'État dans la salle au bois droit. Donc ceux d'entre vous qui souhaitent assister à cette conférence de presse peuvent y aller maintenant. Daniel Kaplan. Du point de vue, en tout cas, des approches, non pas du mouvement de développement d'agence, sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire, mais des approches purement gestionnaires du New Public Management, ce qui est important à voir, c'est que les entreprises, elles, sont déjà au-delà. C'est-à-dire, elles ont fait ce chemin il y a quelques décennies, elles ont beaucoup bougé depuis, et peut-être une des choses, d'ailleurs, que l'administration, en tout cas française, n'a pas fait de la même manière qu'elle, c'est que l'un des résultats des réorganisations des entreprises, c'est qu'un très très grand nombre de salariés des entreprises aujourd'hui sont en relation avec l'extérieur, beaucoup plus qu'avant. Clients, fournisseurs, partenaires, etc. Et c'est plutôt le contraire qui semble s'être passé du côté de l'administration, c'est-à-dire qu'on a déshabillé les front office, d'ailleurs on a gardé cette distinction qui peut-être n'a plus autant de sens qu'avant dans les entreprises, mais on a beaucoup retiré des gens au contact, on est beaucoup plus dans le back-office, et on peut avoir ce risque du coup d'une administration plus autiste qu'avant, plus en difficulté en tout cas de travailler avec l'extérieur, alors que c'est le contraire qu'il faut arriver à faire. De ce point de vue-là, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est peut-être deux sujets. Un sujet majeur autour de la confiance et un sujet autour de la collaboration. Sur la confiance, il faut faire attention aux messages qu'on entend souvent, et j'ai bien lu les recherches d'Algan, etc., sur le fait que les Français ne se font pas confiance. On a pas mal de démonstrations du contraire, en tout cas en ligne,
Et les Français sont parmi ceux qui se sont saisis le plus rapidement de toutes ces formes de fait de confiance qui consistent à s'acheter et se vendre des trucs sans la moindre sécurité formelle, à accueillir des gens chez soi qu'on n'a jamais vus, à faire 500 km avec un inconnu, à se raconter son diabète de type 2, etc., qui sont extrêmement vivaces en France, plutôt plus qu'ailleurs en Europe. Et donc les gens se font confiance entre eux, en tout cas sur ces choses-là. Au point que je vois pas mal d'entreprises qui disent « mais on ne comprend pas, nous on n'arrête pas d'investir sur la confiance, etc. Ça marche toujours pas, c'est de l'appareil, c'est jamais assez bien. » Et les gens, ils font des trucs incroyables, ils prennent des risques entre eux. Et oui, et d'ailleurs, la confiance, c'est le fait de prendre un risque en s'en remettant à quelqu'un d'autre. C'est la définition même de la confiance. Donc la difficulté, c'est qu'en revanche, les organisations ne font pas confiance, n'ont pas confiance envers les individus, et donc les individus le leur renvoient, ou vice-versa. Je ne sais pas quelle est la poule et quel est l'œuf, mais ça, c'est une réalité. Les entreprises n'ont pas confiance dans leurs clients et passent leur temps à essayer de les enfermer dans des schémas compliqués ou de leur demander plein de justifications, etc. Les entreprises n'ont encore moins confiance, et les administrations, c'est pire que tout, vis-à-vis de leurs agents. Et donc ont du mal aujourd'hui à considérer qu'il faut leur laisser de l'initiative, du souffle, pas tout contrôler, pas tout mesurer, etc. C'est un enjeu fondamental. Si on ne fait pas confiance, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. Hein, ça, vous l'avez dit en montrant bien que entre la transformation et le management, il y a un lien indissociable. Et c'est vraiment un enjeu vis-à-vis des citoyens comme vis-à-vis des enjeux. Moins de contrôle a priori, moins de contrôle tout court, plus d'initiatives, de l'évaluation bien sûr, mais pas exactement de la même manière. Puis sur la collaboration, on voit aussi que l'économie privée, je trouve que le directeur d'État Lab a écrit, juste avant d'être nommé, un bouquin qui s'appelle « L'âge de la multitude », qui en parle bien, mobilise de plus en plus la contribution, gratuite, pas gratuite, d'usagers qui collaborent entre eux. La sphère publique, pas beaucoup. Alors qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels la collaboration entre les gens pourrait être incroyablement féconde. L'environnement, la solidarité, la dépendance, la recherche d'emploi, où il n'y a pas mieux que les réseaux, donc le pair à pair, pour trouver des boulots. Et en tout cas, il y a bien mieux, c'est beaucoup plus efficace que les agences d'aujourd'hui. La santé, etc., ce sont des domaines dans lesquels il y a un potentiel de la collaboration entre les gens, complémentaires, articulés évidemment avec les formes de services publics. Il ne s'agit certainement pas de dire que c'est l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, mais qui est très largement inexploré et sur lequel, là encore, si on revient toujours à notre thématique de la recherche, il y a pas mal de choses quand même qui commencent à être regardées, plutôt dans la sphère privée, associative, innovation sociale, etc. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait essayer d'importer. Merci Daniel Kaplan. Une dernière réaction, Stéphane Jacobson. Après, je vous propose de clore ce premier échange, chacun en vous donnant la parole 2 ou 3 minutes. On fera ensuite une pause d'un petit quart d'heure et on reviendra ensuite pour entamer l'échange avec la salle pour prolonger le débat. Alors, sur cet aspect de la confiance et de la confiance en ligne, je crois que vous avez tout à fait raison. On avait une conférence la semaine dernière à l'OCDE avec l'Institut de la Nouvelle Pensée économique, New Economic Thinking, qui est une espèce d'institut pour mettre en réseau de jeunes académiques d'avenir brillants. Et il parlait justement, on avait une table ronde sur les institutions et la confiance, et dans de nombreux pays, les gens se font confiance entre eux, ne font pas confiance à l'État. Et c'est vrai qu'en France, quand on voit le succès de sites tels que Airbnb, mais aussi Blablacar, je crois, qui est une invention française, et d'autres, on peut être assez impressionné. Et c'est sans doute lié au fait qu'on est un des pays qui a eu un des accès les plus larges à la bande large Internet, et donc un accès assez facilité à tous ces services. Je voulais dire un dernier mot par rapport à l'expérience internationale sur les notions d'évaluation des politiques publiques, puisque maintenant le rapport qu'on ne pouvait pas citer, mais qui est maintenant public, dit qu'il faut qu'il y ait des évaluations indépendantes de ces politiques. Et là, on peut se poser quelques questions, parce qu'en fait, en France, on a traditionnellement 2 systèmes d'évaluation. On a traditionnellement un système d'évaluation ex-ante soumis à l'exécutif qui est interne au ministère, donc une évaluation avec les services d'inspection, voire les directions d'études et d'évaluation des différents ministères, qui est entièrement internalisée, alors que dans de nombreux pays, ce sont souvent des instituts d'études semi-indépendants ou des fonctions d'audit en partie externes. Et puis, on a les capacités de la Cour des comptes. Et je pense qu'en la matière, et notamment pour progresser, on ne peut pas construire quelque chose qui soit indépendant sui generis, et indépendant de quoi ?
qui ne rendrait de compte à personne, qui recevrait son argent de la planète Mars. Donc c'est très difficile à construire la notion d'indépendance. L'indépendance ne se fait en fait qu'en fonction de l'autorité d'une institution et de la capacité d'une institution à se faire respecter. Et là, je pense qu'il y a quand même encore de nombreuses leçons à tirer de ce qu'on appelle la Commission de la productivité australienne, qui est un espèce d'organisme qui, d'une certaine façon, fait des audits de politique publique, mais dans des termes clairs, où le gouvernement demande des audits ou des évaluations de politique, mais le gouvernement ne peut que définir les termes de la demande, et ensuite l'organisme, qui a un collège de commissaires avec une équipe d'analystes de bonne qualité, délivre les réponses, et ensuite les ministres ou l'administration doivent répondre à ça, et en plus a une certaine capacité d'autosaisine, que n'a pas, par exemple, en France, un organisme, que n'ont pas un certain nombre d'organisations, et notamment des cours des comptes de par le monde. Et je pense que ces questions d'évaluation des politiques publiques, de capacité à produire des messages en obligeant l'administration ensuite, voire l'exécutif, à offrir des réponses complètes, des réponses directes et des éléments de réforme, c'est quelque chose de très important. Je ne dis pas que les capacités d'évaluation n'existent pas en France. On a aussi un monde universitaire très actif, très dynamique, que ce soit en sciences économiques, en sciences juridiques ou autres. Mais je crois qu'en termes de construction institutionnelle, quelque part, on a un peu rien entre cette expertise interne, la Cour des comptes qui vient souvent très tard, et une capacité à faire de l'évaluation partagée. On voit bien, quand on a été amené à faire des évaluations des politiques publiques dans le cadre des efforts qui ont été construits, je pense que c'est une difficulté non négligeable, car l'expertise, ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire descendre du ciel ou décider par décret. Jean-Bernard Roby, peut-être pour une phrase de conclusion à ce stade. Oui, je voudrais évoquer un point particulier, mais que je crois intéressant, significatif. Ces dernières années, le hasard des choses a fait que nous avons travaillé beaucoup sur la procédure administrative de manière comparative pour découvrir que aujourd'hui, c'était pour moi une surprise en tous les cas, la plupart des pays dans le monde ont un code de procédure administrative très très sophistiqué souvent. C'est quelquefois assez ancien, c'est-à-dire une loi générale sur la procédure administrative qui fixe tous les principes généraux de base de fonctionnement administratif dans les rapports quotidiens avec les citoyens. Et nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça, alors que d'habitude, les codes, nous aimons assez en fabriquer. Nous en sommes assez friands. Nous n'avons pas ça. Je crois que c'est quelque part significatif. C'est quelque part significatif parce que ce qui est en jeu, c'est bien le rapport quotidien avec les citoyens et avec les entreprises. C'est bien la façon qu'a la puissance publique de dialoguer ou de ne pas dialoguer avec la société qui est en jeu. Et la réticence à fabriquer... Alors, il faut que je dise que, pour ceux qui ne le savent pas, que cette réticence est probablement vaincue maintenant, puisque le Parlement a autorisé il y a à peu près un an le gouvernement à émettre par ordonnance un code des relations, alors il va s'appeler, je crois, des relations entre l'administration et les administrés, peut-être pas l'intitulé idéal, mais enfin, c'est déjà un progrès. Mais nous avons attendu extrêmement longtemps, nous ne l'avons pas encore, mais nous avons attendu extrêmement longtemps pour avoir ça, et je crois que c'est vraiment significatif. Nous nous contentions de penser, et nous nous contentons encore de penser, qu'il suffit d'avoir des bons juges administratifs, n'est-ce pas, et des bons législateurs, et des très bons hauts fonctionnaires, et que ça suffit pour que tout tourne rond. Et bien non, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le très trivial, le très prosaïque et le très concret de la vie administrative quotidienne. Pauline Ravinet ou Daniel Kaplan? Pauline Ravinet. Oui, très rapidement pour rebondir, parce que j'en ai pas parlé sur cette question de New Management public. Et juste, en fait, je me disais, c'est souvent des remarques que j'ai de la part d'étudiants, donc tout jeunes, qui entament leur formation universitaire, qui ont entre 18 et 20 ans.
et qui sont assez perplexes devant cette idée de nouveauté du nouveau management public. Donc peut-être je me disais qu'une des premières choses qu'on pourrait faire dans cette démarche d'essayer de penser l'action publique de demain dans un monde qui est fait d'accélération, d'obsolescence de plus en plus rapide, peut-être on pourrait envisager sérieusement d'arrêter de coller cette étiquette de nouveauté de cette approche à nouveau management public. Peut-être déjà si on disait old management public, peut-être déjà beaucoup de choses seraient différentes. Non. Au-delà de la blague, je pense que quand même de voir qu'on utilise toujours cette étiquette, ça pose question sur le renouvellement des approches, et c'est ce que disait M. Kaplan, dans l'univers du management privé, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ce type de recette. Voilà. Il me semble que plus généralement, ça pose la question du sens. Et cette question du sens, c'est une question à la fois pour les hauts fonctionnaires et pour les chercheurs sur l'action publique. C'est-à-dire que justement, on est dans cette situation où il y a eu une mobilisation absolument considérable des acteurs de l'action publique autour du déploiement d'outils et de dispositifs de rationalisation, de mesure de la performance, d'évaluation de l'impact. Des outils en plus qui se superposent avec différentes strates, puisqu'une nouvelle génération d'outils et de dispositifs ne vient pas nécessairement en supprimer une ancienne. Donc la question, c'est quelle est la place que ça laisse à la réflexion sur le sens je vais utiliser un mot un petit peu ancien, pour le coup, peut-être à l'invention, peut-être lié à l'innovation, mais il y a l'invention aussi des acteurs, des agents de l'État et des chercheurs qui les observent. Quelle place ça laisse pour le sens? Et je dirais le sens dans tous ses sens. Le bon sens, une certaine dimension de bon sens, puisque à un certain moment, quand la conformation à certains dispositifs et instruments devient une fin en soi, se pose même tout simplement la question du bon sens. Et puis ensuite, le sens dans son sens profond, le sens de choses, les sens de l'action de l'État, de ses transformations, et le projet de société qu'on cherche à atteindre. Voilà. Merci. Daniel Kaplan, quel sens vous donnez justement, vous? En tout cas, cette question du sens, elle est vraiment centrale, et on ne peut quand même pas complètement faire comme s'il n'y avait aucun lien entre l'incertitude radicale face auquel l'action publique se trouve en France, partout en Europe aussi, et la montée à peu près partout en Europe des extrêmes droites et d'une forme de recherche un peu enragée de sens, en disant à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on dit, et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et cette question-là, le lien, il n'est pas direct, hein, c'est pas, il y a le new management public, donc il y a les fachos. Bien sûr que non. Mais de se dire que quand l'État et l'action publique, c'est pas exactement à quoi ça sert, passe son temps à s'excuser d'exister et à organiser son repli sans forcément construire autre chose. Et j'entends bien qu'en France, on est peut-être spécialement fort là-dessus, mais c'est quand même pas magique partout non plus ailleurs en Europe. Eh bien, voilà, le sens se propose aussi ailleurs. Donc c'est vraiment un sujet, c'est repolitiser cette question-là au regard de nouveaux moyens, au regard des nouvelles dynamiques qui émergent de la société, de l'économie, de tous les acteurs, etc. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui. C'est justement un enjeu dans lequel on a besoin, pour rester encore un peu dans le sujet, d'une recherche, mais embarquée dans l'action d'une recherche-action qui, voilà, avec du coup, évidemment, toutes ces imprécisions, mais on peut travailler aussi sur le bénéfice de ces imprécisions-là, et probablement d'acteurs publics qui aussi proposent des défis. Hein, je disais ouvert, agile, capacitant, il y en a peut-être d'autres, mais en disant, voilà, venez nous proposer des méthodes, venez nous proposer des intuitions issues de recherches venues d'ailleurs, venez nous proposer des observations, venez nous proposer des conclusions issues de recherches éventuellement assez courtes. Je pense que ça peut être très excitant sur du terrain, ça peut être très excitant pour des jeunes chercheurs. C'est forcément, vous l'avez dit aussi, un peu interdisciplinaire, donc c'est pas sans lien avec les formes d'évaluation de la recherche, parce que si on ne fait pas du pur Sciences Po, du pur droit, du pur machin, il faut qu'on puisse en bénéficier en tant que jeune chercheur, et c'est pas gagné, ça fait partie des réformes, mais enfin bon, en tout cas là, il y a vraiment quelque chose à essayer d'imaginer, et à nouveau, il y a urgence. Merci beaucoup à tous les quatre. On vous retrouve tout à l'heure. Je vous propose de prendre une pause d'1 quart d'heure. Et ensuite, ce sera à la salle de vous interroger, et ce sera à vous de prolonger le débat avec nos intervenants. Merci, on se retrouve vers 11h35, s'il vous plaît. Merci.